Beaucoup de personnes m'interpellent à propos de ce fameux procès qui était caché. Au Québec, on entend dire qu'un procès caché, les gens disent c'est scandaleux parce qu'on prend pour acquis que la justice, c'est public. Et là, on dit qu'il y a un informateur, qu'il y a un privilège d'informateur. On se demande pourquoi. Il y a le juge Richard Wagner, le juge en chef de la Cour suprême, qui est sorti et qui a dit non, on ne doit pas fonctionner comme ça. Le procès doit être public. Mais on voudrait comprendre pourquoi c'est caché, puis deuxièmement, historiquement, comment ça fonctionne, pourquoi exactement un procès doit être public. On en parle avec Éric Jacob Debroise, qui est historien judiciaire, qui est avec nous. Bonjour, M. Debroise. Bonjour, Maître Bernier. Merci d'être là. Donc, on va partir par la base. Je connaissais un peu l'histoire juridique. Et pourquoi un procès doit être obligatoirement public? Bien, dans une démocratie libérale, aujourd'hui, un procès est public pour assurer deux principes. Le principe d'équité et le principe aussi de transparence. L'équité parce que dans le cas qui nous concerne, on a un informateur qui a été jugé et qui, s'ils veulent faire un appel, on se base sur quoi? Il n'y a rien. Okay. Actuellement, il n'y a rien, si ce n'est la mémoire de ceux qui ont travaillé sur ce procès. C'est très peu, c'est très faible. Parce que, avant d'aller plus loin, justement, on va bien l'établir, ce qui s'est passé, réellement passé. C'est qu'on appelle ça le huis clos, donc il peut y avoir des procès familiales à huis clos, mais quand même, il va y avoir certaines traces, on va cacher les noms, on va caviarder certaines parties. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que personne n'était avisé de ça, là. Pas d'enregistrement, pas d'annonce, et on s'est seulement rendu compte de ça parce qu'il y a eu appel. C'est la Cour d'appel qui a révélé tout ça, là. C'est la Cour d'appel qui a révélé tout ça parce que l'informateur a été condamné et lui-même trouvait que son jugement, le résultat du jugement ne lui convenait pas. Donc, résultat, effectivement, c'est la Cour d'appel qui s'est rendu compte que le jugement n'était pas inscrit sur le registre des affaires traitées, qu'il n'y avait pas non plus d'archives des témoignages, que les témoignages avaient été pris à l'extérieur de la cour aussi, ce qui n'est pas du tout habituel. Donc, il n'y a aucune trace, aucun numéro, aucune trace, il n'y a rien. Okay. Vraiment rien. Si ce n'est la mémoire du juge qui a traité le dossier, les policiers qui sont dans cette affaire, peut-être aussi un ou une greffière, mais c'est tout ce qu'on a. C'est quand même incroyable. C'est particulier. C'est fantastique. Ben oui. Et là, cette information-là, le journal La Presse sort, justement, apprend au grand public qu'il y a eu un procès caché, c'est quand même imaginé. Et là, ça se rend aux instances. Il y a même le juge en chef de la Cour suprême qui dit non, ça ne marche pas comme ça, là. Ça doit être public, là. Non seulement ça doit être public, mais c'est que j'ai envie de dire, le Canada a quand même une très très bonne réputation sur tout ce qui est les questions judiciaires et juridiques. Okay. La transparence au Canada, c'est extrêmement important. On ne va pas forcément retrouver cela dans certains pays européens. Je pense notamment à la France. La question de la transparence est extrêmement importante au Canada, d'autant plus qu'il y a la Charte des droits et libertés qui est en cause aussi dans cette affaire. Même on pourrait dire c'est un procès qui est complètement non constitutionnel. Ça ne respecte pas du tout les principes même de notre Constitution. Et donc, le Canada étant très réputé sur ces questions-là, juridiques et judiciaires, là, on se retrouve avec un procès qui entache complètement l'image de la justice. Ouais. Donc, on se fait dans une démocratie libérale telle que le Canada. L'image qui a été entachée ces dernières années, donc avec l'arrêt Jordan sur le délai dans les procédures. Mais allons plus loin. Essayons de comprendre, parce qu'à l'époque, un procès devait être public parce que, bon, on ne voulait pas juger quelqu'un en cachette, avoir des sanctions qui sont démesurées. Bon, les droits et libertés, on comprend ça. Mais est-ce qu'en 2022, où est-ce que tout se sait dans la minute, on a dénaturé cette règle-là en rendant des procès trop populaires? Parce qu'on sait que quelqu'un de connu qui est accusé risque d'avoir son procès sur la place publique avant même d'être reconnu coupable. Est-ce qu'on va trop loin dans cette mesure-là?
La transparence est toujours extrêmement importante. Dans le domaine de la justice, vous l'avez mentionné tout à l'heure, Maître Bernier, on peut faire des procès à huis clos. On peut aussi censurer un certain nombre d'informations. La presse elle-même, elle a un certain nombre d'informations, des fois, que la justice leur demande de ne pas publier. Donc, c'est comme une interdiction de non-publication, mais on est au courant au moins de ce que la justice est en train de faire. Effectivement, maintenant, avec trop de transparence, il y a un risque, c'est ce qu'on appelle les procès populaires, notamment sur les médias sociaux. Et dans ce cas-là, un risque, parce que c'est un informateur, on appelle ça le privilège d'un informateur ou le privilège de l'enquête, pour ne pas mettre en péril une enquête policière ou d'autres procès à venir. C'est un peu ça. Là. Il y a un équilibre, en fait, à atteindre. C'est-à-dire que dans le cadre de cet informateur, on aurait pu très bien faire un procès à huis clos, maintenir l'information, la contenir de manière à ce que cet informateur n'ait pas sa vie en danger. On aurait pu lui donner un autre nom même. On aurait pu donner à cet informateur un autre nom, une nouvelle identité, etc. Mais là, en l'occurrence, ce qui est gênant, c'est qu'on n'a pas un équilibre entre la transparence et le secret du dossier, le secret notamment pour protéger l'informateur. Parce que là, en l'occurrence, l'informateur, aujourd'hui, il a une condamnation. Imaginez qu'il soit condamné, je ne sais pas, à la prison. Comment peut-il faire appel? Il n'y a rien sur quoi se baser. Et là, ça brime ses propres droits. On est allé dans l'excès un peu trop. L'excès inverse. C'est ça, parce qu'il y a d'autres, comme vous le dites, il y a d'autres dispositions. Il y a ce qu'on appelle aussi caviarder. Difficile à dire, c'est comme du caviar, caviarder. Ça, c'est barrer des parties d'un jugement. Ça, on peut faire ça pour protéger la confidentialité. Je comprends bien. De la personne. Donc, il y avait d'autres mesures. Est-ce que dans l'histoire, il y a des procès célèbres qui ont été cachés ou est-ce que c'est déjà arrivé au Canada ou c'est dur à dire? En regardant, parce que j'ai cherché, j'ai trouvé quand même des notes dans justement l'article de la presse. Ils disent qu'il y avait un cas similaire qui avait été trouvé en Colombie-Britannique il y a quelques années, d'un procès complètement secret aussi, qui a été tenu de cette manière-là. Mais ça reste quand même dérangeant parce que c'est complètement inhabituel. On retrouve ça dans des pays non démocratiques, dans des pays autoritaires. Et c'est une tangente qu'il ne faut pas prendre. On comprend qu'il faut protéger les informateurs, qui sont essentiels à avancer dans les enquêtes. Et d'ailleurs, on sait aujourd'hui que le procès qui a été tenu avec les résultats qui ont été donnés à cette personne, à cet informateur, ont été annulés et il n'y a pas d'autres enquêtes qui vont être menées à son encontre. Parce que justement, c'est un informateur qui doit aider dans une enquête criminelle apparemment qui, je crois, a quand même une certaine ampleur puisque s'il voulait faire un tel procès secret, c'est que il y a quelque chose qui est important. Quelqu'un qui s'est dit « Ah, c'est une bonne idée de tout cacher ». Donc, mauvaise idée, c'est ce qu'on apprend parce que là, le ministre Jolin Barrette veut en savoir plus, veut que la lumière se fasse sur ce qui s'est passé. Mais à suivre, on verra. C'est sûr que je pense que les gens qui l'ont fait vont regretter un peu à ce que je vois parce que je sens autour de moi que ça choque beaucoup de gens. C'est justement, comme vous le dites bien, une image qu'on ne veut pas voir au Canada, qu'on voit dans des pays totalitaires, là, mais qu'on ne veut pas voir ici. Là. Ça part d'une bonne intention, il faut quand même se le dire. Mais comme on dit souvent, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Effectivement. On va se laisser là-dessus sur ce beau proverbe. Merci beaucoup, Éric Jacob de Broise, et on se reparlera pour un autre dossier. Bye bye. À très bientôt. Passez une bonne fin de semaine. Au revoir.